Bonjour à tous, c'est le rapport qui met Félix Tshisekedi sur les dents. Un rapport explosif de l'ONU sur les ambitions de l'Alliance du fleuve Congo et du M23 avec l'appui de l'armée rwandaise et de l'ex-président congolais Joseph Kabila condamné par contumace. Un rapport explosif puisqu'il met officiellement en lumière les ambitions du mouvement, à savoir la création d'une république fédérale du Congo, une partition du pays. En réalité, un secret de polichinelle. Bonjour Patrick Bécaud, géopolitologue, expert des Grands Lacs africains. Nous allons tenter avec vous de percer ce que cache ce rapport de l'ONU, dont le timing laisse penser que l'AFC et le M23 sont près du but et qu'il faut à tout prix stopper ce mouvement, stopper également Joseph Kabila et l'armée rwandaise. Bonjour Samantha. Pour ceux qui suivent les événements dans la région depuis plusieurs années, ce rapport n'est pas une surprise. Ça fait des années justement que l'ONU produit des rapports sur la situation en RDC. Je pense que celui-là, c'est peut-être le 20e. Donc c'est depuis 2001 que l'ONU produit des rapports. Et dans ces rapports, justement, les experts de l'ONU ont relevé plus d'une fois que l'un des objectifs poursuivis par le Rwanda à travers toute cette constellation de groupes armés, c'est de créer des conditions politiques qui vont permettre à ces groupes-là de créer un État fédéral à l'est du Congo. Donc c'est ce que nous observons. Et le rapport qui vient de sortir apporte davantage d'informations sur le rôle que joue aujourd'hui l'ancien président Joseph Kabila. Mais si l'on on examine le rapport de près, on n'apprend pas grand-chose à part ce que l'on sait déjà, que le groupe d'experts nous a expliqué par le passé. Mais je parlais du timing parce que est-ce que la situation est réellement inquiétante? Est-ce que l'alliance du fleuve Congo, le M23, Joseph Kabila et l'armée rwandaise sont près du but, sont près de cette partition de la RDC? Oui, j'ai compris par rapport au timing, mais l'ONU produit des rapports sur le Congo chaque année, en fait. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et la deuxième chose, par rapport à ce timing, justement, si le Rwanda est en train de réussir son pari, je pense que oui. Moi, je l'ai déjà expliqué d'ailleurs dans le livre que j'ai publié en 2024, Rwanda malheur vaincu. Je revenais justement sur le rôle du Rwanda via le M23 et j'expliquais très clairement que l'objectif ultime, c'est de créer les conditions politiques qui vont permettre au Rwanda, justement, de créer un État de l'Est du Congo, notamment la création d'un État fédéral ou d'un État autonome coupé de Kinshasa. Et c'est ce que cela semble démontrer, c'est ce que semble démontrer aujourd'hui le dernier rapport des Nations Unies. Oui. Est-ce que Est-ce le qu'il vous Rwanda est sur semble le plus point? étayé ce rapport? On va y Oui, venir en détail. la plupart des rapports des Nations Unies sont quand même très étayés parce que les experts se rendent sur le terrain, discutent avec les différents protagonistes et ont accès parfois à des documents confidentiels, à des confidences de diplomates, mais aussi des acteurs impliqués dans la guerre dans la partie est de la RDC. Et donc, de mon point de vue, je crois que le Rwanda est en train de réussir son pari, d'autant plus que depuis 2022, des pans entiers du nord et du sud Kivu sont administrés par le M23, par le Rwanda via le M23. En fait, il y a un État dans un État aujourd'hui et cette réalité existe depuis, le retour du M23 sur la scène politico-militaire, à la fin 2021. Alors, on va rentrer plus en détail dans ce rapport. Il montre que le mouvement AFC M23 ne se comporte plus comme une simple rébellion. Le document affirme que l'alliance se transforme en une structure politico-militaire, se dote d'une administration parallèle dans les zones qu'elle contrôle. Dans quelle mesure ce mouvement agit comme un gouvernement parallèle? Mais ça, on le sait depuis 2022 parce que, ils prélèvent les taxes et les rebelles du M23 prélèvent les taxes. Il y a toute une administration là-bas. Le gouvernement central de Kinshasa ne contrôle rien par rapport à la situation qui se déroule dans les zones qui sont contrôlées par le M23. Et donc, ce que dit le rapport des Nations Unies, c'est une réalité qui est connue de tous les Congolais, y compris des chancelleries étrangères aussi. Alors, que pensez-vous justement de la publication de ce rapport? Vous l'avez dit, qui met en lumière ce que l'on sait déjà, au fond, la mainmise, les ambitions politiques de l'AFC, dans l'Est en proie à la rébellion. La guerre, elle dure depuis plus de 30 ans. On imagine que pendant 30 ans, la rébellion, s'est organisée, a tissé sa toile dans la région.
Oui, en fait, je veux juste nuancer quelque chose, c'est que la guerre ne dure pas pendant près de 30 ans. Il y a des cycles, il y a l'instabilité Oui, dure depuis c'est près de pas une guerre 30 ans. continue. Oui, oui. Exactement. On a une instabilité qui dure, elle, depuis près de 30 ans, avec des cycles de conflits de haute et de basse intensité, dépendamment euh, des périodes. Et là, on a un conflit de très haute intensité avec le M23. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'Est du Congo est devenu une sorte de no man's land, contrôlé par des chefs de guerre, eux-mêmes contrôlés par des pays voisins qui ont des ambitions, qui ont des velléités à l'Est du Congo. On parle beaucoup du Rwanda, mais on oublie aussi l'Ouganda, qui, lui, travaille de manière très silencieuse, mais qui se révèle être aussi l'allié de la RDC dans la traque, en tout cas de soi-disant rebelles ADF NALU. Donc, on est face à une situation extrêmement volatile et très complexe, dans laquelle chacun essaie de tirer profite de cette situation d'instabilité pour atteindre l'inavouable dessein. Pour l'Ouganda, c'est le contrôle de l'Ituri. Pour le Rwanda, c'est le contrôle d'une partie de l'Est congolais. Pour le gouvernement de Kinshasa, c'est de créer les conditions politiques qui vont permettre au président Tshisekedi de s'éterniser au pouvoir. Donc, à la lumière de ce rapport onusien, l'autorité de l'État est-il profondément affaiblie? Oui, mais depuis très longtemps. À l'Est du Congo, c'est depuis très longtemps. Et cette autorité n'existe même pas, en fait, à l'est du Congo. Et même dans d'autres parties de la République qui sont encore sous contrôle du gouvernement central, on voit des troubles. Et donc, le gouvernement peine à contrôler effectivement les zones sous son contrôle. Ça, ce n'est pas seulement par rapport à la partie Est. Vous avez, on a eu des problèmes dans la partie Ouest aussi, avec des groupes armés qui sont apparus, en tout cas des mouvements violents qui sont apparus, des conflits parfois entre ces mouvements-là que le gouvernement n'arrive pas à juguler. Il est vrai que le Congo a un gouvernement légitime, bon, je dirais pas légitime, mais un gouvernement établi, mais qui peine à contrôler effectivement des pans de territoire sous son contrôle. Alors, pour l'instant, le discours du pouvoir de Kinshasa, c'est d'expliquer qu'il contrôle finalement l'ensemble du territoire et qu'il mène effectivement des opérations sécuritaires dans cette optique. Ce rapport vient-il appuyer Kinshasa ou au contraire met également les failles du pouvoir en lumière? Les deux. En fait, le rapport appuie Kinshasa, qui ne cesse justement de fustiger le Rwanda pour son rôle dans l'Est de la RDC. En même temps, il met en lumière aussi les failles de la gouvernance congolaise, en tout cas la gouvernance sécuritaire du pouvoir Tshisekedi. Donc les deux, en tout cas, le rapport met en évidence les deux phénomènes, les deux problèmes. Mmh. Mais dans quelle mesure ce rapport justement, sera utile, aux autorités, congolaises? Mais comme le rapport passé, hein, la question de savoir comment est-ce que les autorités vont gérer ça. Le rapport, encore une fois, parle d'une réalité qui est connue de tout le monde, y compris des diplomaties, des diplomates occidentaux et même africains. La vraie question de savoir comment le gouvernement congolais va gérer ça. Par le passé, le gouvernement congolais a mal géré la situation. Si l'on va, c'est sûr qu'on va revenir sur le cas du président Kabila, mais je pense que la manière dont le dossier a été géré, justement, permet de comprendre aussi aujourd'hui l'articulation de la stratégie de Joseph Kabila dans cette affaire. Parce qu'on l'a accusé d'être le patron du M23 très tôt pour des raisons de politique politicienne, il faut le dire en toute honnêteté, ben cela a poussé justement l'intéressé à se rapprocher véritablement du M23 pour créer les conditions politico-militaires qui vont lui permettre de peser dans les discussions politiques à venir. On va y revenir, sur Joseph Kabila, c'est très important. Justement. Tout à l'heure, vous avez précisé qu'effectivement, la rébellion, prélève des taxes. D'après le rapport, elle centralise la perception des recettes publiques, contrôle la gestion locale de plusieurs sociétés nationales, la Société nationale d'électricité, la Régie de distribution d'eau. Le mouvement aurait également remplacé la Société nationale d'assurance par une structure privée, réorganisé les territoires sous son contrôle en 3 zones de défense. Par quel mécanisme concret une rébellion parvient-elle à s'approprier finalement et à gérer les services, publics de l'État? Aussi stratégiques même? Entre guillemets, qui est une fabrication en fait étrangère du Rwanda et dans une certaine mesure de l'Ouganda. Et donc pour moi, ce n'est pas le M23 qui gère cette partie. Oui, il y a une forme d'administration gérée par le M23, mais le véritable patron de tout ça, c'est le Rwanda, du président Kagame, qui garde la main sur tout ce qui se passe dans les territoires qui sont contrôlés par le M23. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Au lieu de parler d'une gestion du M23, ce qui est réel, hein, je ne remets pas ça en question, il faut parler d'une gestion rwandaise par M23 interposé. Et ça vous permet de comprendre tout ce qui est en train de se passer dans la partie Est de la RDC, dans les zones sous contrôle du M23.
Mmh. Alors la coalition, politico-militaire AFC, M23 a fait de la ville de Goma, dans le Nord Kivu, son principal siège opérationnel administratif. Comment l'emprise du mouvement s'exerce-t-elle aujourd'hui sur les populations, et est-ce que ce mouvement bénéficie, d'un large soutien même, local? Mais c'est difficile à dire, mais une chose qui est certaine, c'est que les populations congolaises de la partie Est ont une expérience douloureuse, hein, par rapport aux guerres passées, aux guerres pilotées à partir du Rwanda. Et le fait d'associer le M23 au Rwanda pose problème aux yeux de beaucoup de Congolais. Donc on ne peut pas parler d'une véritable assise populaire. Par contre, ils essaient d'exercer le pouvoir par la force, ils ont les armes, ils contrôlent de fait ces territoires-là et il faut se soumettre en fait aux injonctions, aux volontés des nouveaux maîtres du coin, donc du M23. La coalition militaro, politique, a fait de la ville, de Goma, dans le Nord Kivu, son principal siège opérationnel et administratif. Comment, l'emprise, de l'AFC M23 s'exerce-t-elle sur les populations et ce mouvement bénéficie-t-il, du soutien local? Il y a 2 choses à dire à ce sujet. D'abord, il y a eu des violations massives des droits humains qui ont été constatées, qui ont été relevées et documentées justement par les organisations internationales, en tout cas au niveau dans les zones contrôlées par le M23. Le deuxième élément est que le fait que ce mouvement soit soutenu par le Rwanda pose problème à beaucoup de Congolais en raison justement de ce passif douloureux entre le Rwanda et la RDC par rapport aux guerres passées depuis 96, 98, 2008, 2009, 2012 avec la première version de M23 et puis aujourd'hui. Et donc là, on ne peut pas dire que le soutien de la population congolaise soit acquis, en tout cas en ce qui concerne le M23. Une chose aussi certaine, c'est que le Congo, la plupart des Congolais sont circonspects, dans la mesure où ils ne soutiennent pas nécessairement le M23 en raison de ses liens avec le Rwanda, mais ne soutiennent pas non plus le pouvoir de Félix Tshisekedi, dont la gouvernance pose problème, hein, pour beaucoup de gens, en raison de la corruption endémique, du tribalisme exacerbé, mais aussi de cette volonté de vouloir s'éterniser au pouvoir, donc aller au-delà de son deuxième mandat, briguer un troisième mandat. Et donc on est dans une situation, dans une configuration où les Congolais observent les deux forces en présence sans nécessairement prendre parti. Et la situation est encore beaucoup plus critique dans la partie Est, notamment en raison des liens qui unissent le M23 et le Rwanda, pays qui n'est pas beaucoup apprécié, on le comprend bien, par une bonne partie de la population de l'Est congolais. Mmh. Le rapport dévoile les ambitions aussi politiques de la FCM23, la rébellion qui chercherait, bon, à renverser, le gouvernement, congolais ou à défaut donc créer, on l'a dit, une entité autonome dénommée donc cette République fédérale du Congo. Est-ce que dans quelle mesure en réalité sur le terrain aujourd'hui, peut-on parler réellement d'une partition en cours, en marche? Oui, bah déjà les territoires sont contrôlés par le M23. C'est un fait. On a parlé d'une gouvernance parallèle à la gouvernance centrale de Kinshasa. Troisièmement, on a une présence armée du Rwanda, mais aussi de ses supplétifs. Et l'un des éléments les plus inquiétants dans ce rapport, c'est le nombre aujourd'hui des éléments du M23. Les soldats du M23, on parle de près de 30 000 militaires. 30 Donc 000, oui, oui, comment on va gérer ces gens-là demain, même si le Rwanda venait à se retirer officiellement du Congo, comment on va gérer les 30 000 soldats du M23? Et donc, on a un véritable problème. On a un État dans l'État. On a un vrai gouvernement parallèle au gouvernement de Kinshasa et on ne voit pas comment les choses vont se régler en raison justement de cette animosité qui règne aujourd'hui entre le pouvoir de Kinshasa et l'ancien président Joseph Kabila, qui est indexé dans le dernier rapport des Nations Unies. Pardon, parce que Kinshasa n'est pas disposé à négocier avec eux. Or, la réalité des faits est que ces gens contrôlent une partie du territoire national. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ça la vraie question. Et de mon point de vue, si ça ne se règle pas sur le terrain militaire, on ne voit pas comment, sur le plan diplomatique, tout ça va s'articuler pour donner un sens cohérent, un retour à la paix en RDC. mais quels sont dans l'accord de paix les contours justement qui concernent, le dépôt des armes, et éventuellement un programme, de désarmement, réinsertion, Mais réintégration même? en fait, on n'a pas tranché cette question tout simplement parce que les négociations entre le gouvernement congolais et le M23 piétinent aujourd'hui. Le processus de Doha est dans un état comateux. Il y a eu des discussions au niveau
de l'Angola qui a repris la main d'une certaine manière à la demande de Kinshasa, mais aussi de l'Union africaine, pour essayer d'organiser une sorte de dialogue national inclusif, mais la situation achoppe justement en raison des réticences du gouvernement congolais à laisser l'Angola gérer justement ce dialogue. Kinshasa, le président Tshisekedi veut tout gérer et veut surtout exclure le M23 des discussions dans le cadre de ce dialogue inclusif national, ce qui pose problème aux yeux des observateurs étrangers, à commencer par l'Angola, qui essaie justement de ramener les parties autour de la table. Donc, à ce jour, on ne sait pas, pardon, ce que deviendra le M23, ce que deviendra la prochaine armée nationale. En fait, on ne sait rien de la situation politico-militaire en raison du blocage qu'on observe depuis un certain temps entre Kinshasa et le M23. Alors, c'est vrai que le mouvement compterait actuellement près de 30 000 combattants, hein, c'est ce qui précise 30 le 000 rapport. combattants et Ouais. c'est énorme parce que Mmh. 30 000 combattants du M23, c'est pratiquement l'armée rwandaise. Parce que Mmh. l'armée rwandaise, c'est près de 35 000 hommes. On vous dit que le M23 seul a aujourd'hui 30 000 combattants. Alors oui, le rapport précise 30 000 combattants, des combattants historiques, de nouvelles recrues, d'anciens militaires aussi des forces armées congolaises, les FARC, des policiers, des combattants Wazalando, c'est-à-dire c'est un groupe d'autodéfense qui aurait donc rejoint les rangs du M23 après l'occupation de Goma. Et à cela s'ajoutent les 14 000 soldats rwandais La qui seraient Rwandais, présents exactement. donc sur le sol congolais. Congolais. Donc, sommes-nous réellement là, vu ces chiffres, face à une simple rébellion ou à une véritable armée conventionnelle, prête même à marcher sur Kinshasa demain? Mais c'est une véritable armée conventionnelle. En fait, c'est une rébellion qui a les attributs d'une véritable armée conventionnelle parce qu'elle est soutenue par une armée conventionnelle. Et l'un des éléments, je suis d'ailleurs content de voir que le groupe d'experts parle aujourd'hui de près de 14 000 soldats rwandais. Moi, après la chute de Goma, je parlais de 10 000. À l'époque, les experts des Nations Unies disaient qu'il y avait 4 000 à 5 000 soldats rwandais. Mais j'avais pu avoir des contacts avec des sources militaires sur place qui me parlaient de près de 10 000 soldats rwandais. Et je suis satisfait de voir qu'aujourd'hui, on reconnaît que le Rwanda a déployé près de 14 000 hommes en RDC. Ça montre à quel point l'enjeu est important pour le régime de Kigali parce que, encore une fois, l'armée rwandaise, c'est quand même 35 000 hommes. Et là, on vous dit que cette armée-là, le Rwanda a déployé pratiquement 45% de ses effectifs militaires en RDC. C'est énorme pour une armée conventionnelle. Donc, en réalité, cela montre à quel point le Rwanda a inscrit justement ce dossier. Pour le Rwanda, ce dossier est hautement stratégique. Et aujourd'hui, au regard du rapport de force sur le terrain, on ne voit pas comment la situation va se décanter parce que les États-Unis font pression justement sur le Rwanda pour qu'il retire ses hommes. Mais dans le cas où cela arrivait, comment on va gérer les autres combattants du Et M23? ce chiffre des 30 000 combattants n'est jamais apparu dans les précédents rapports, onusiens? Non, pas du tout. C'est très surprenant, justement. Et ça montre à quel point le M23 est en train de créer les conditions gagnantes, en fait, dans les négociations futures, parce que là, on a pu affaire, comme vous l'avez d'ailleurs relevé, à une rébellion classique, une petite rébellion ou un groupe qui combattrait un gouvernement légitime en place. On est face à une véritable armée conventionnelle. C'est quoi le deal entre Kabila, l'AFC M23 et l'armée rwandaise, à savoir le Rwanda? En fait, le deal, je pense que leur point commun, c'est Tshisekedi. Alors, pour une fois, l'ONU documente très clairement le rôle du président Kabila, de l'ancien président Kabila.